bon, la situation de Kahn s'est dégradée beaucoup avec le mariage de Winnicott avec Claire. Donc, elle est intervenue à la manière d'un tiers séparateur et à son testament, Winnicott a délégué à Claire, donc son épouse, les droits de son œuvre, au grand désespoir de Kahn. Donc ça en 1971. Mais le problème le plus important de Kahn fut son alcoolisme. Sur ce problème, toutes les analyses semblent dire que les analyses de Kahn ne l'ont pas aidé. Il commença par un alcoolisme mondain jusqu'au milieu des années 70, mais ensuite a commencé à être régulièrement grossier et agressif après avoir bu. Il essayait des cures tout seul au Pakistan, mais rechutait toujours. Et en 1975, il a eu une grande crise hépatique qui s'est ajoutée à ses autres problèmes. Beaucoup d'analystes essaient de comprendre pourquoi l'analyse de Kahn avec Winnicott n'a pas été concluante en l'empêchant de sombrer dans une espèce de chute sans fin. On compare l'analyse de Kahn avec celle de Gantrip, c'est un autre cas, je ne vais pas parler de ça. Il paraît que les deux ont choisi Winnicott comme analyste à cause de son magnifique talent en matière de holding maternel. Mais est-ce que Kahn aurait supporté les confrontations justement préconisées par les analystes de cette analyse? Raté. Il y a une analyse de Joyce Sloshower en 1996. Elle propose une distinction entre l'être et le faire constituant une partie importante du holding, c'est une spécialiste de holding, quand le patient est trop agressif en lui fixant des limites, avec l'absence de représailles, tout en reconnaissant verbalement l'intensité de l'agressivité du patient. C'est une attitude ferme et active. Une question persiste. Quel rôle joue l'interprétation pour des patients présentant des troubles graves de la personnalité? Donc, les articles que je vous ai envoyés des cas cliniques sont dans le livre, Figure de perversion, considèrent une approche, ça, par les autres analyses, cette approche est considérée une approche qui a complètement modifié la pratique de la psychanalyse en ce moment-là. Alors, qu'en pensez-vous? Donc, racontard, légende, fable, commérage, récit, les mots ne manquent pas pour qualifier l'écart entre ce qu'il disait ou écrivait Kahn et la réalité des faits tels que d'autres pouvaient en témoigner. C'est en 1971 que Kahn subit la perte de sa mère, au même temps que celle de Winnicott, et se sépare de son épouse Svetlana Berliozov avec un divorce pénible, mettant fin à un mariage tourmenté de 12 ans qu'il a commencé à plonger dans l'alcoolisme. Mais la perte la plus compliquée, c'était quand même une sorte de déshéritage de Winnicott concernant les livres. Ces livres que Kahn les éditait depuis longtemps, et Winnicott a laissa Claire, son épouse, comme héritière testamentaire, elle ne s'entendait guère avec Kahn. Elle était toujours innovante. Est-ce que Kahn se considérait l'héritier de Winnicott? Voilà. Est-ce que c'était une question de filiation? Donc plusieurs commentateurs disent ça. Ce commentateur, il est très anti-lacanien, il est difficile de lire. Comment s'appelle-t-il? Michel Larivière, donc c'est un psychanalyste, je pense, qui vient de Strasbourg. Il est très contre les lacaniens, il les attaque, mais bon, il prend beaucoup d'informations, ça ne rajoute rien à Leonard Hopkins. Celui-là, donc, je pense que tant pour Winnicott, ce que je vous ai envoyé, et pour Kahn, c'est un bon résumé. Et bon, il y a ces deux livres. Celui de Cass, c'est le meilleur, c'est Figure de la perversion. Donc, pour moi, ce qui Kahn a apporté à la psychanalyse, c'était justement sa manière d'écrire, son style, et tout ce qu'il a, toute la dialectique que je pense qu'il y a eu entre lui et Winnicott, dont on ne sait que les résultats de l'œuvre par Winnicott lui-même. Et vous voyez que dans les livres de Winnicott, il y a, quand il décrit les cas, c'est assez succinct, donc il y a beaucoup de squig, beaucoup de dessins, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de verbiage. Kahn, quand
parle de ces cas, c'est vraiment une description littéraire. Je pense que la plus grande contribution qu'il a apportée à la psychanalyse, c'est de bouger le cadre. C'est-à-dire, malgré ces transgressions qui sont allées trop loin, il a fait quelque chose qui a quand même transformé le cadre qui était extrêmement rigide à l'époque de Melville Klein. Le cadre didactique, tu veux dire? Parce qu'on sait que Winnicott, de toute façon, lui aussi, il allait à la maison, il marchait dans la rue avec les patients. Donc pourquoi ces cas n'est pas... Oui, les deux ensemble. Les deux, mais je dis que c'est Winnicott qui a commencé, qui a transmis cette liberté. Bouger. Bon, il est allé trop loin, mais je pense qu'il est allé plus loin que Winnicott, beaucoup plus loin, mais sans compter les relations amoureuses, je pense qu'il y a des gens qui le défendent. Mais c'est intéressant ces questions de cadre. C'est intéressant ces questions de cadre aussi avec Ferenczi, où il y a une sorte de lignée, Ferenczi, Winnicott. Oui. Et puis, on compare Kahn beaucoup à Lacan, donc il y a du reste, Et lui-même, il se compare à un certain moment. Oui, il voulait savoir, il était intéressé à l'automne des séances thérapeutiques, et il a voulu rencontrer Lacan, et il n'a pas pu, mais dans un exposé où Lacan c'est à Londres, il parle du RSI, n'est-ce pas? Et il est très compliqué comme ça, et puis Kahn se lève et explique magistralement tout ce que Lacan était comme ça stupéfait de voir que vraiment c'était fantastique. Voilà. Alors, donc avant de passer à Flavio, juste 3 ou 4 dates importantes de la vie de Massoud Kahn. Il est arrivé, juste en résumé final, il est arrivé à Londres en 1946 à l'âge de 22 ans, et en 1959 il a été promu analyste formateur. Donc il avait 35 ans. Il est arrivé avec 22 ans et avec 35 ans, il était déjà analyste formateur, 59. Alors Linda Hopkins dit que ces années 50, c'est une pratique très conforme de Massoud Kahn, c'est une pratique selon les règles de l'art de l'époque. 59. À partir de 59, lorsqu'il devient formateur, là il devient libre. Il commence à se libérer et là justement il commence à ce qui à l'époque était considéré de petites transgressions de cadre comme celle de Winnicott qu'il commence à développer. Et c'est allé pendant toutes les années 60. Et c'est là qu'il a commencé, il est devenu brillant, il a commencé à faire ses conférences, il est devenu célèbre et il a fait l'essentiel pour la publication de ses livres qui sont venus dans les années 70. Les 3 principaux livres sont devenus dans les années 70, mais en 71 meurt Winnicott et Linda Hopkins, elle part de l'analyse de Kahn avec Winnicott d'une façon très ambiguë. Ça veut dire en même temps qu'elle dit que Winnicott n'a pas su travailler la destructivité de Kahn, que ça a été un échec, en même temps, elle laisse très clair, et ça vraiment j'ai souligné dans ce qu'elle a dit, que c'est à partir de 1971, après la mort de Winnicott, que les choses sont vraiment dégradées pour Massoud Kahn. Donc c'est dans les années 70 que Massoud Kahn commence à coucher avec ses femmes, un alcoolisme violent, il était déjà alcoolique dans les années 60, mais dans les années 70, ça se dégrade complètement et arrive jusqu'au moment où il publie en 1988, mais avant ça, c'était en 1976, parce qu'il a commencé ses grandes transgressions avec ses patients dans les années 70. En 76, il est interdit de former, didacticiens, voilà, il est destitué de ce poste. Il est destitué de la même façon que Lacan a été destitué. Lui aussi, il a été destitué, mais la différence c'est qu'il est resté, mais là,
ça s'est très mal passé et c'est là qu'il a commencé à devenir d'une violence contre la psychanalyse, antisémite, jusqu'à la publication de son dernier livre. Mais tous ces livres ont été publiés, sont plus tardifs que ça. Hein? Le premier livre, c'est 79. Oui, mais ce sont des articles qui ont été écrits avant. Okay. N'est-ce pas? C'est la publication qui est venue à ce moment-là. Tandis que le dernier livre a été écrit après cette oui. Et c'est là que c'était le plus destructeur, When Spring Comes, en 88, où tout le monde a rompu avec lui, où il était d'un antisémitisme. Et peut-être plus tard, je reviendrai, ou toi, Flavio, tu reviendras sur la relativisation que Linda Hopkins fait sur l'antisémitisme de Masoud Khan. Bon, il y avait l'antisémitisme, mais il y avait aussi sa position face aux homosexuels. Hein. C'est aussi un point important. Je parle de ça parce que ça va venir là dans notre histoire. Et mon idée, c'était de montrer un peu le style de Masoud Khan qui était inconnu pour moi jusqu'il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc, je fais partie de cette génération qui a vécu cette inexistence de Masoud Khan. Silence. Oui, c'est silence. C'est bien que tu le dis, si vous permettez, parce que ça va avec, c'est pas juste un cas isolé sûrement. C'est l'époque où la psychanalyse est idéalisée, où son but c'est aussi d'amener la personne à sa parfaite version, peut-être si possible à la fin. Et donc à côté, perdure aussi une question, est-ce qu'un psychanalyste peut être une mauvaise personne, une personne malade un peu aussi psychiquement et rester bon psychanalyste? Voilà, est-ce qu'on peut séparer l'auteur de l'œuvre pour venir à la question très contemporaine finalement? C'est un peu ça. C'est pas seulement l'auteur de l'œuvre, c'est la personnalité, ça veut dire les symptômes, voire la maladie de l'analyste et sa capacité thérapeutique. Ça, c'est extrêmement important parce que justement, Masoud Khan, il a été considéré un très mauvais thérapeute pour certaines personnes et très bon pour d'autres. Donc ça dépend encore aussi des problèmes de chacun et de... Mais ce que tu as aussi soulevé, c'est c'est après la légitimation, c'est après le titre de membre formateur. Oui. Donc aujourd'hui, toutes les écoles, tous les courants psychanalytiques ont aussi leur système d'école et puis d'un plus haut cran des membres et puis de formation. Donc après, les personnes peuvent agir comme toute personne qui acquiert une place de pouvoir, comme dans la vie politique et ailleurs. Est-ce que on peut considérer que ça sera un peu toujours le cas en partie? Peut-être lui, il est allé trop loin, mais les personnes peuvent vivre aussi leur propre jouissance qu'on peut comprendre. Et lui, il ne voulait pas la cacher, il n'avait pas honte de montrer la jouissance des excès, etc. Mais est-ce que finalement, il y a quelque chose dans l'éthique de la psychanalyse qui nous dérange? Oui, tout le problème de Masoud Khan, c'est une question de l'éthique, c'est au-delà du cadre. C'est pour ça que ça me dérangeait un peu cette insistance de Linda Hopkins sur le cadre, lorsque le problème c'est l'éthique.